Bonjour à tous, justement sur ce webinaire de ce matin, comment l'exploitation de la data vous permet de délivrer un service client personnalisé. Du coup, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Olivia Faucheux d'Oracle France, Arnaud Fournier de Glory Global, Guillaume Quenel de chez Accenture et Maxence Tilliette de chez Accenture également. Je vais laisser chacun se présenter à son tour, chacun son tour. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat que vous voyez sur notre profil EBG. Nous les transmettrons à nos speakers et ils y répondront dès que c'est possible. Voilà, la parole est à vous du coup, Olivia. Merci à tous. Bonjour. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire organisé avec l'EBG pour parler donc cette fois-ci du service client et de la donnée. Alors, il est vrai que chez Oracle, la donnée fait partie de notre ADN. Le service client est une brique importante de l'expérience client, si ce n'est la plus importante, car parfois le service client sera la seule interaction que votre marque aura avec votre client. Donc, je suis Olivia Faucheux et je suis business développeur dans l'équipe Oracle CX chez Oracle France. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour ce webinaire plusieurs participants. Donc, Arnaud Fournier, si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour Olivia, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, Arnaud Fournier, je suis membre d'une équipe projet de déploiement d'ERP au sein du groupe Glory et j'interviens sur la fonction service. Merci beaucoup Arnaud. Je sais que vous êtes très loin au Mexique et vous êtes levé très tôt pour pouvoir participer à notre webinaire. Donc, un grand merci d'avoir participé avec nous ce matin. Et j'ai également le plaisir d'accueillir notre partenaire Accenture, donc Maxence Tilliette et Guillaume Quenel, qui vont se présenter. Merci Olivia. Moi, je suis un peu plus proche. Hein. Je suis à Paris, donc enchanté d'être avec vous ce matin. Donc, je suis managing director chez Accenture. Je suis en charge d'une entité qui s'appelle Industrix au sein d'Accenture. Industrix, c'est vraiment tout ce qui touche à la transformation digitale, de l'engineering, du manufacturing et du service. Donc, on va parler ce matin du service et donc enchanté d'être avec vous. Merci Maxence. Et du coup, enchanté, Guillaume Quenel. De mon côté, je m'occupe de la practice Oracle CX, donc avec un focus sur les technologies Oracle pour tout ce qui va tourner à la Customer Experience. Et comme on va le voir sous peu, Customer Experience a une très grosse partie qui touche au service, qui est la thématique d'aujourd'hui. Alors effectivement, ce matin, on vous propose de découvrir les tendances et les enjeux du marché, donc avec Maxence et Guillaume. On aura un retour d'expérience avec Arnaud de Glory sur leur projet de service client. J'aurai le plaisir de conclure ce webinaire. Et alors, avant de démarrer chez Oracle, nous pensons vraiment que l'avenir de l'expérience client consiste à faire en sorte que chaque interaction client soit prise en compte, quel que soit le canal et la nature d'interaction, pour au final être en mesure d'offrir une expérience client adaptée dans le contexte de l'interlocuteur, du client, personnalisée au profil et en temps réel. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Maxence et Guillaume pour nous présenter les tendances du marché. Merci. Merci Olivia. Si vous pouviez avancer sur la slide, prochaine slide, merci. Donc voilà, donc moi je me suis présenté Maxence Tilliette, je travaille au sein d'Industrix et je passe beaucoup de mon temps en fait chez les clients industriels, les équipementiers automobiles, les fabricants de véhicules, Renault, PSA et autres, et aussi dans toutes les industries médicales comme en medtech. Ce qu'on voit chez tous ces clients, c'est qu'il y a un désir, enfin une nécessité en fait, de ce qu'on appelle en anglais servitiser, de passer vers le service et en fait de travailler non seulement maintenant sur la qualité de leurs produits et les fonctions du produit, mais surtout sur quels sont les services, comment est-ce que je dois vendre mes produits. Et on le voit, alors, si vous voyez sur le petit schéma de gauche, qu'aujourd'hui, on estime à peu près que chez les industriels, chez les sociétés manufacturières,
Il y a environ 10-15%, enfin 5, 10, 15, 20%, hein, ça varie selon bien sûr les industries et les clients, qui sont dans le service. Et on voit cette part de service vraiment s'accroître d'ici 2030, 2040, 2050. C'est une croissance constante en fait de la part du service dans les revenus de nos clients. Pour atteindre en 2030, sur le schéma, on estime pour certaines industries, certains clients, jusqu'à 40% des revenus qui pourraient être dans le service. Alors, je dis pourraient être dans le service parce que ce qui est important de voir, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est acquis. C'est-à-dire les clients, si ils ne se focalisent pas sur le service, ils ne créent pas de nouveaux services pour leurs clients finaux, hein, il y a quand même un risque qu'il se fasse disrupter et que cette part de revenus aille ailleurs. Hein. Donc, vous voyez sur le schéma 2030, par exemple, voilà, il y a 60% qui viendront des revenus des produits, mais après, il va y avoir des revenus récurrents de services, des choses sur l'aftermarket, donc qui peuvent être par exemple des pièces, des choses comme ça. Ça, en général, ça peut être assez captif, mais sur cette partie de 22% qu'on voit au-dessus des recurring revenus des nouveaux services, cette part-là est tout à fait compétitive et peut être attaquée en fait par de nouveaux compétiteurs. Donc il y a vraiment une priorité pour nos clients d'accélérer la servitisation, donc la focalisation vers le service. Et ça demande énormément de choses. Hein, ça demande des nouvelles choses surtout. Chez nos clients industriels dans l'auto, ça demande de travailler sur les produits connectés, hein, là où avant on vendait un produit et on l'oubliait. Maintenant, il faut créer des plateformes pour connecter ces produits, pour pouvoir récupérer de la donnée, pour pouvoir rester au contact du client. Et ça, c'est absolument dans toutes les industries. Il faut des méthodes d'engineering beaucoup plus rapides, puisque le cycle de vie des produits s'accélère et on doit réfléchir plus souvent à apporter de nouvelles innovations aux produits. Il y a aussi un shift et une demande des clients de nouveaux business models en fait, pour passer de mode purement j'achète un produit à je vais juste payer le fruit de ces produits, enfin l'outcome du produit au lieu d'investir massivement dans un produit physique. Voilà. Donc, tout ça demande aussi une réinvention de la façon dont les clients vont vendre leurs produits et vont fournir le service. Et ça, bien sûr, ça va être orchestré tout autour de l'organisation. Donc, ça demande, pour la plupart de nos clients, je citais l'auto, hein, c'est tout à fait le cas, mais chez l'équipementier industriel aussi, on voit qu'ils doivent repenser leur façon de fournir des services, repenser l'organisation, repenser les outils, repenser un grand nombre de choses pour espérer aller chercher jusqu'à 20, 30, 40% du marché d'ici 2030. Et ça va demander des investissements et ça va demander aussi des optimisations de leurs opérations actuelles et ça va demander à ce que leur service soit super efficient, donc à travers des applications pour collecter les données, pour faire du dispatch, donc du service management, ce genre de choses. Voilà. Si on va à la slide suivante, je pense que et on prendra peut-être les questions après en parallèle, hein, mais je peux répondre par le chat. Grosso modo, cette slide dit un peu la même chose. On a quelques chiffres un peu plus intéressants sur les attentes des clients. Les clients préfèrent maintenant acheter, par exemple pour des machines, ils achètent du temps de disponibilité de machine versus j'achète une machine. Donc on voit que 98% des clients préféreraient acheter de la disponibilité de machines, mais seulement 33% des manufacturiers en fait fournissent ce genre de service. Donc il y a une vraie demande. Et une fois de plus, il faut faire attention, chez nos clients industriels, il faut attention à ça, puisqu'il y a une demande et ils ne sont pas toujours en capacité à répondre à cette demande, et donc potentielle disruption, un acteur qui rentre sur le marché et qui, lui, fournit les machines en uptime au lieu de vendre des machines à prix fixe. Voilà. On a parlé de la croissance et la croissance des revenus dans la part des
des revenus liés au service dans la part des revenus de nos clients, d'année en année, ça s'accélère et une fois de plus pour arriver à environ 30%, 40% en 2030. Voilà. Donc, si vous pouvez passer aussi sur l'autre slide, désolé, je prends un peu plus de temps que prévu. Voilà. Alors, on a parlé un petit peu de ce que nos clients devaient faire pour s'organiser autour du service. Au cœur de tout ça, hein, je pense que j'ai évoqué tout à l'heure le sujet des produits connectés, des services connectés. Bon, ça, bien sûr, c'est hyper important. Mais au cœur de tout ça, on connecte des produits principalement pour récupérer de la donnée, pour mieux comprendre en fait, les besoins clients, pour mieux interagir avec un produit et surtout un client au bout du bout. Donc, la donnée est vraiment au cœur c'est un prérequisite, je dirais, pour espérer aller fournir les services que les clients attendent dans les années à venir. Voilà, donc je pense que là, vous voyez un petit peu toutes les différentes données qu'on peut collecter autour d'un client. Ce qui est important aussi sur cette partie de données, et ce qu'on voit souvent chez nos clients, c'est la silotation des données est un souci. Donc, on a par exemple des clients qui vendent des machines, voilà, ils ont des bases clients et ils ont des bases machines. Et la base machine, elle est parfois gérée par des gens de l'engineering, de la réparation, et puis la base client, elle est gérée par l'équipe sales and marketing. Donc, la donnée est au cœur de la problématique des services et elle doit être aussi traitée comme un asset, je dirais, cross-enterprise, pardon, excusez-moi mon anglicisme encore. Et donc, on doit casser ces silos pour pouvoir fournir des services vraiment end-to-end aux clients finaux. Donc, voilà, un exemple de ça, peut-être, Guillaume, je te passe la main. Enfin, pas un exemple, mais surtout les grands principes à retenir. Merci. En fait, quand on regarde ce qui se passe autour du service, il y a, de par notre expérience, on a pu mettre en exergue un certain nombre de principes, d'impératifs qui vont être clés dans la mise en place de cette stratégie de service centrée sur le client. On va pouvoir les diviser en gros en quatre pôles. Premièrement, c'est quelque chose qui doit être fait de bout en bout dans l'entreprise et pas uniquement avoir un focus sur le service. Donc, ça commence avec du marketing. Il y a un point très important autour du sales. Ça continue avec l'après-vente, le service, le field service, mais c'est aussi quelque chose qu'on va vouloir au final vraiment en termes de business. C'est ce qu'on va appeler de la business experience. Ce n'est pas uniquement de la customer experience. C'est-à-dire que tous les employés ont un focus sur le client et non pas uniquement sur leur travail. Et ce deuxième point, donc le customer centricity, on va le vouloir au maximum adapté à notre client, personnalisé pour ce client. Et quand on met en place ce genre de solution, forcément, la digitalisation est une des bases pour pouvoir la faire, mais pas que. Et ça implique, bien entendu, d'investir dans un certain nombre de solutions qui vont vous permettre de fournir cette expérience client, que ce soit sur du service ou sur les autres axes, les autres channels que vous pouvez activer. Ensuite, vous allez certainement avoir ce qu'on va appeler un ramp-up, donc ça va commencer progressivement et c'est important d'avoir une solution qui va être scalable, que ce soit une solution métier et une solution technique. On va essayer de l'automatiser et de la standardiser le maximum possible pour vraiment que les tâches humaines soient des tâches qui aient un focus à haute valeur ajoutée. Et par rapport à ces humains, l'idée, ça va être aussi d'avoir vraiment un point d'exergue sur tout ce qui va toucher à la connaissance. Le knowledge management, ce n'est pas juste avoir un SharePoint où on va avoir nos différents manuels, vidéos pour expliquer comment on fait ce genre de choses et ainsi de suite. C'est aller beaucoup plus loin et c'est à tous les niveaux où il peut y avoir des touchpoints avec un client, à tous les niveaux où l'utilisateur va potentiellement devoir prendre des initiatives et prendre des décisions. On va le guider avec une approche qui est centrée sur un savoir partagé, que ce soit sur des choses historiques ou sur des choses où on a envie de les pousser.
Et par rapport à ce savoir, on va aussi essayer de récupérer le maximum de feedback du client pour voir ce qui fonctionne, pour voir ce qui fonctionne moins bien et pour voir où est-ce qu'on pourra avoir des points d'attention. Et du coup, ça rejoint notre 4e point ici, ou le 8e dans les détails, qui est vraiment en fait de mettre en place un process end-to-end qui va avoir un focus sur le client et qui va permettre d'assurer un service dans les meilleures conditions. Je parlais tout à l'heure d'une mise en place, du coup, si on peut passer à la slide suivante, je parlais tout à l'heure d'une mise en place qui est progressive et qu'on va vouloir vraiment scalable. Aujourd'hui, quand on travaille avec nos clients, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir différents niveaux de maturité. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas bons ou qu'ils sont meilleurs que les autres, c'est qu'ils ont pris un chemin qui potentiellement est différent et ils partent ils ne partent pas du même endroit, en gros. On va avoir vraiment au niveau des fondations d'un service optimiser tout ce qui va être les FAQ et on va fournir en tant que channel de communication avec nos clients un téléphone et un email. Donc, il y en a certains qui ne les regardent pas forcément très souvent, ce qui peut être assez ennuyant, et même des marques qui sont très, très réputées aujourd'hui, et d'autres qui vont être extrêmement réactives, typiquement sur des tickets qui vont être communiqués par email et par téléphone. Et sans en nommer, quand cela se passe, on est extrêmement satisfait et on va être plus enclin à acheter. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes sur une phase de land que la partie service, vous ne l'assurez absolument pas. Vous l'assurez avec un minimum de fonctionnalités, mais vous pouvez le faire quand même très bien. Ensuite, quand vous évoluez sur cette chaîne, on va dire que les premiers leviers que vous êtes capable d'activer, ça va être d'automatiser un petit peu les possibilités de réponse de vos agents avec un bureau, une application qui va leur optimiser ce genre de choses. Ça va être d'avoir un portail client où le client qui va en gros avoir son problème va pouvoir rechercher si d'autres clients ont déjà eu le même souci, si cette réponse est déjà disponible. Donc déjà, ça va diviser, ça va réduire de façon très importante les tickets qui vont être traités humainement par vos agents. Ensuite, un autre channel de communication qui est très prisé, et surtout dans les débuts, et on en voit de plus en plus, ça va être tout ce qui va être les chats. Un chatbot automatisé ou un chat qui va être disponible avec un humain derrière. Typiquement, on a tendance à commencer à éclaircir le problème avec un chatbot, et ensuite, dès qu'on voit qu'un humain peut intervenir de façon optimisée, on va lui passer la main sur cet humain. Tout ça fonctionne si, une nouvelle fois, on capitalise sur la connaissance et on capitalise sur les retours d'expérience. Donc, la partie connaissance est fondamentale et la partie analyse est aussi fondamentale, d'où le point sur l'analytics ici. Quand on commence ensuite à vraiment optimiser, automatiser ce genre de choses, on va partir sur une phase qui va être plus de transformation, où on va dire, prêcher le service de demain dans l'ensemble de l'entreprise. On n'a pas uniquement un focus sur le service, mais on va chercher à avoir une vision 360 sur nos clients pour pouvoir au mieux répondre à leurs besoins. Idéalement, on va être capable de prédire plus ou moins sans pour autant le prédire, on va être capable de définir les différents chemins qu'un problème client est susceptible de prendre. Et ça va nous permettre de fournir en temps réel ou quasiment instantanément sur leur console un script de communication aux agents pour les guider dans cette conversation.
libre à eux ensuite de l'utiliser ou pas. Mais ils ont une base solide pour prendre des informations, les capturer et aussi pour parler à leurs clients d'une façon optimisée. L'intérêt derrière cela aussi, c'est qu'on arrive à automatiser de mieux en mieux les process et répondre aux clients, des fois, sans avoir la moindre intervention humaine. Quand on pousse ça sur des next steps, ce qu'on va appeler ici le go beyond, on est vraiment sur une logique d'anticipation et idéalement de prédiction. Donc, je prends un exemple. Demain, vous avez un souci avec un appareil que vous avez acheté. Vous allez sur le site web ou le portail du constructeur ou du fournisseur de ce produit et vous allez rechercher pourquoi, enfin, s'il y a des éléments qui font que je sais pas, la batterie est tombée en panne. Donc, un système va capturer ces événements sur le site web et ensuite se dire, ben voilà, Guillaume, il a acheté ce produit-là il y a 3 mois et il voit qu'il a un souci. Il recherche quels sont les soucis potentiels avec sa batterie. Typiquement, vous allez pouvoir envoyer un email ou contacter sur d'autres channels votre client pour lui proposer une solution avant que lui ne vous contacte. Une nouvelle fois, ça réduit énormément le temps de travail de vos collaborateurs, mais en plus, ça optimise au maximum la satisfaction client, sachant qu'il trouve directement sa réponse. Vous pouvez continuer en termes d'augmentation de réalité des choses autour de l'augmented reality, autour de l'IoT, avoir des objets connectés qui autodétectent des pannes et qui vont vous permettre ensuite de trouver les choses et les solutions pour les corriger. Ça, c'est des choses qu'on a tendance à mettre en place chez pas mal de nos clients. Et aujourd'hui, Arnaud est là pour nous parler un petit peu d'où il se situe dans ce chemin vers le service de demain. Merci beaucoup, Arnaud. Maxence et Guillaume. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous souhaitez poser des questions à Maxence et Guillaume, et on les prendra à la fin de la session. On a réservé du temps exprès pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et donc, je vous propose de passer au retour d'expérience avec Arnaud. Donc, merci beaucoup, Arnaud, de vous être levé très, 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 très tôt ce matin au Mexique pour participer à ce webinaire et nous faire part de votre expérience. Donc, avant de démarrer, est-ce que vous pouvez nous présenter Glory ainsi que votre rôle au sein de l'entreprise? Oui, merci encore Olivia de m'avoir invité. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, une fois encore, Arnaud Fournier, je suis responsable des process services au sein de Glory dans le cadre du déploiement d'une solution ERP nouvelle pour couvrir l'ensemble des filiales du groupe. Précédemment, j'étais directeur des services en France et c'est à ce titre, par rapport à mon expérience métier, qu'on m'a demandé d'intégrer ce projet de déploiement qui est un projet de transformation majeur pour l'entreprise Glory, qui est un groupe japonais qui a fêté son centenaire il y a quelques années maintenant et qui est spécialisé dans la conception, la fabrication, la commercialisation et donc la maintenance de solutions matérielles et logicielles de traitement du cash, c'est-à-dire de traitement des pièces et billets de banque, qu'il s'agisse de comptage, de tri, d'authentification, de distribution, et qui intervient donc historiquement dans les domaines de l'industrie financière, donc des banques, des agences bancaires, également auprès des transporteurs de fonds qui, dans le même temps, gèrent des centres de tri, et de plus en plus ces dernières années dans le monde de la distribution, donc du retail, petite et grande surface. Donc, je vous propose peut-être de présenter quelques produits que vous pouvez être susceptible de rencontrer vous-même en tant que client. Donc, peut-être passer sur la slide suivante. Alors, voilà. Donc, vous avez ici présenté en haut à gauche, par exemple, l'intégration donc
d'automates Glory dans une boulangerie, dans un petit commerce. Et donc, ces modules sont présentés face au client, c'est-à-dire que c'est le client qui va payer directement en insérant ses billets, en récupérant sa monnaie sur l'automate Glory, ce qui libère les personnes, les employés du magasin des tâches effectivement de rendre la monnaie, de gérer le cash et pour se concentrer sur servir son client, ce qui est aussi un avantage en termes dans le cas présent d'hygiène, puisqu'on ne touche pas à la fois les baguettes, les croissants et les pièces de monnaie. Donc ça, c'est une solution, si vous voulez, qui s'adresse à des petits commerçants avec un seul matériel, mais vous avez d'autres solutions beaucoup plus importantes, notamment, comme on peut le voir en bas, une solution qui est intégrée dans ce qu'on appelle des self-checkout, c'est-à-dire vous scannez vos articles et ensuite vous payez. Et là aussi, vous pouvez payer en cash à travers les automates Glory. Une version, on va dire, plus étendue, c'est en hypermarché où vous allez avoir toute la ligne de caisse qui peut être équipée de ce type de matériel. Donc, encore une fois, l'hôte ou l'hôtesse de caisse va scanner vos articles sur le tapis et ne va plus du tout s'attacher à gérer l'encaissement, le paiement. Elle n'aura pas cette personne à gérer un fonds de caisse. Elle va se connecter simplement sur sa caisse et toute la gestion du cash, et finalement, c'est le client qui l'a fait en insérant encore une fois son argent, récupérant sa monnaie. Et de la même façon, en fin de journée, l'ensemble de ces automates de front office sont délestés sur un équipement de back-office en caisse centrale. Et là encore, sans que personne ne touche le cash, on prend les cassettes dans ces modules et on vient les plugger sur l'automate de back-office qui va donc récupérer et consolider cet argent dans des sacs scellés qui vont être remis aux transporteurs de fonds. Donc, encore une fois, vous avez un circuit du cash dans le magasin sans que personne, finalement, ne touche l'argent, hormis bien sûr le client qui va payer. Voilà le type de solution aujourd'hui que l'on déploie chez Glory et qui nécessite bien sûr une maintenance de ces matériels et une maintenance également logicielle, puisque l'ensemble de ces matériels embarque aujourd'hui, bien sûr, une partie logicielle informatique. Voilà donc rapidement pour la présentation du groupe. Oui, Très bien, merci Arnaud. Et du coup, comment ça s'est passé pour décider de faire un projet de service client pour justement mettre en place ces interventions? Alors en fait, encore une fois, le groupe Glory, par des acquisitions successives, donc, a grandi et s'est posé assez vite le besoin d'unifier l'ensemble des filiales dans leur process, mais aussi effectivement dans leur technologie. Donc, nous essayons et nous sommes en train de passer d'un groupe qui avait une quinzaine de systèmes d'information différents à une plateforme unique. Et donc, nous déployons une fois encore sur l'ensemble de nos filiales une plateforme donc, qui est basée sur le RP JD Edwards d'Oracle et une série d'applicatifs qui couvrent l'ensemble des fonctions de l'entreprise, marketing, vente, supply chain, finance, et donc la partie service pour nous, donc avec une prise d'appel qui va se faire au niveau, qui va être enregistrée, je dirais, dans JD Edwards. Et ensuite, quand on va aller chercher la partie service terrain pour nos techniciens qui vont intervenir sur le terrain, on a donc cet outil Oracle Field Service Cloud. Voilà, donc là, simplement présenter un petit peu la structure de notre solution, qui est intéressante puisqu'elle fonctionne uniquement en cloud aujourd'hui. Nous n'avons plus de serveurs on-premise du tout. Donc, toutes nos données sont maintenues sur les bases Oracle et on se connecte exclusivement, encore une fois, à travers le cloud. Voilà. Très bien. Et du coup, alors on voit que la dimension service chez Glory, elle va jusqu'au suivi du technicien. Vous pouvez nous présenter un exemple de processus pour qu'on comprenne mieux comment ça fonctionne? Oui, alors effectivement, en termes de service chez nous, on parle d'installation. Évidemment, on va tout d'abord installer les matériels. Nos techniciens vont se déplacer et venir mettre en place les produits. Ensuite, on va régulièrement proposer des visites préventives sur ces matériels pour anticiper évidemment et limiter la possibilité d'avoir des pannes. Mais toutefois, ça arrive et donc dans ce cas-là, on va faire des interventions correctives. Et donc, c'est le process que j'ai décrit ici. Bon, je vais passer rapidement dessus simplement pour illustrer et aussi l'importance de la donnée, comme on l'a déjà évoqué précédemment. Donc, nous avons des centres d'appel qui vont prendre en compte donc, des demandes clients par rapport à des incidents. Ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire par email, ça se fait aussi par connexion avec les systèmes de nos clients les plus importants qui vont, eux, rentrer leur propre incident dans leur outil de service, de gestion. Et cet incident va rentrer automatiquement chez nous et créer un ticket pour nous.
Et donc, l'importance de la donnée, c'est qu'immédiatement, et je crois que Maxence y faisait référence tout à l'heure, notre premier enjeu, bien sûr, c'est d'identifier de quel matériel il s'agit. Donc, pour nous, la gestion de la base installée de nos clients est fondamentale. Et donc, l'intégration entre les ventes et le service est quelque chose chez nous d'évident, je dirais. Donc, on va identifier le matériel. On va identifier si ce matériel est associé à un contrat de maintenance. S'il est associé à un contrat de maintenance, on va avoir des obligations d'intervention ou de résolution dans des délais définis. Donc, on va tenter très certainement de faire une résolution téléphonique qui, si elle est satisfaisante, termine le ticket. Si elle ne l'est pas, va donc amener à une intervention de terrain avec des techniciens. Et là, donc, on va passer sur la phase de dispatch des appels vers nos techniciens qui eux-mêmes les reçoivent sur leur terme et sur leur téléphone. Ils vont pouvoir donc prendre en compte l'intervention, la réaliser, ensuite effectuer toutes les clôtures. Et là encore, c'est de la donnée, rentrer tout ce qu'ils ont fait chez le client, combien de temps ils sont passés, est-ce qu'ils ont changé des pièces, etc. Et donc, toutes ces informations reviennent finalement dans JD Edwards, qui est notre base principale pour tout ce qui est maintenance de la data. Derrière ça, bien sûr, un process de facturation potentiellement si l'intervention le nécessite. Alors ça, c'est clairement la mise en musique de ce que Maxence nous a expliqué, hein, cette importance de la donnée entre les différents processus. C'est vraiment intéressant. Merci de nous avoir partagé cette vision. Guillaume Quesnel d'Accenture, tout à l'heure, a parlé des schémas de maturité de service client. Aujourd'hui, vous vous situez comment? Alors effectivement, avec vous, Oracle, on a fait l'exercice un petit peu de se situer dans ce processus. Donc, je dirais aujourd'hui, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, le projet que l'on mène nous-mêmes, Glory, en tant qu'entreprise, c'est un projet de transformation majeur. Donc, à ce titre, je dirais, on est certainement transforme. Maintenant, par rapport à la technologie, on est en train de mettre en place beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il nous fallait passer par une première étape d'unification, j'ai envie de dire, de l'ensemble de nos intervenants, enfin de nos équipes, sur effectivement une plateforme commune. Et ça, en soi, c'est un projet déjà très important de change management pour les gens. Et donc, maintenant qu'on a bien avancé sur ce déploiement, je le disais tout à l'heure, on a maintenant 14 pays qui tournent sur cette solution. Nous avons fait majoritairement l'Europe, Asia-Pacifique et donc maintenant les Amériques, en démarrant par le Mexique qui est passé en production il y a 3 jours, d'où ma présence sur place. Et donc maintenant, on a cette maturité, je dirais, dans le déploiement de la solution. On va faire plus d'amélioration. Et en ce sens, on est certainement au niveau expand, j'ai envie de dire, et on se dirige de plus en plus vers Transform, avec toute une série d'initiatives qui sont en cours, certaines qui sont encore un petit peu dans le pipe. Je pense à tout ce qui est knowledge base, donc c'est vraiment pour nous un axe d'amélioration. On va déployer à travers notre filiale des États-Unis un portail web parce qu'eux l'ont déjà, et ensuite, bien sûr, on le redéploiera sur l'ensemble du groupe. Et à travers ce portail, on veut effectivement aussi développer tout ce qui est base de connaissances, comme l'a expliqué tout à l'heure Guillaume. Et voilà, et d'autres initiatives donc, qui sont en cours, comme on parlait effectivement encore une fois de données. Et pour nous, il y a 2 sens, je dirais, une communication permanente avec nos clients. On va prendre en compte et de façon automatisée d'ores et déjà leur demande d'intervention. On va pouvoir les intégrer dans nos systèmes, mais on va aussi tenir le client au courant à chaque étape de l'avancement de son intervention. Il a envie de savoir quand le technicien va être là et quand est-ce que son matériel va repartir. Donc, on va à chaque étape que l'on analyse dans le système envoyer par exemple un email ou par des web services ou autres, des informations d'avancement de la résolution de son incident jusqu'à effectivement confirmer la résolution. Donc, ça permet aux clients en temps réel de pouvoir suivre ses interventions et de savoir, et notamment aussi de suivre notre performance quand il s'agit de couvrir des SLA. Il faut savoir que on a des obligations de résultats qui sont de l'ordre de 4 heures de remise en service à partir du moment où on a pris en compte l'incident. Tous les clients n'ont pas ce niveau d'exigence, je dirais. On peut faire du 6 heures, on peut faire 2 jours. Mais voilà, pour vous dire la célérité qu'il faut avoir effectivement à partir du moment où on enregistre un incident chez nous. Alors voilà, d'autres exemples de développement en cours. Donc, un outil de CTO, c'est pour nous apporter une meilleure expérience client quand on le rencontre au niveau des commerciaux et qu'on veut lui proposer une solution, c'est de la configurer avec lui. De la même façon qu'aujourd'hui, à titre personnel, vous allez aller sur un site de constructeur automobile, configurer votre prochaine voiture en sélectionnant la motorisation, l'intérieur, les couleurs, les options, les jantes, tout ce que vous voulez. Ben là, c'est ce qu'on est en train de faire aussi nous pour avoir effectivement vis-à-vis du client la capacité à lui présenter très vite la solution qu'il désire, parce qu'on est de plus en plus dans une orientation solution, c'est plus simplement un produit, c'est souvent même techniquement des combinaisons de plusieurs
produit que l'on propose aux clients avec bien sûr un environnement informatique associé. Donc, cette configuration va ensuite aller découler jusqu'à la partie commande des pièces, assemblage et enfin constitution effectivement d'un équipement dans notre base installée. On va comprendre très spécifiquement cette solution, quels sont les différents modules et on va pouvoir loguer l'appel sur un module particulier pour suivre aussi la qualité de vie du produit et le cycle de vie du produit. Voilà quelques initiatives. On reparlera donc sur la partie purement service de la partie Oracle Field Service une fois encore, où c'est un outil pour nous très important, sur lequel on gère tous nos techniciens, nos équipes. Et donc, tous les appels qu'on a pu enregistrer vont sur cet outil. Et bien, de cette manière, on dispatche vers les techniciens qui ont les compétences, qui sont bien sûr disponibles le plus tôt par rapport au temps de trajet. On va leur dispatcher ces appels. Et un gros projet service en ce moment, pour moi, au-delà des déploiements, c'est effectivement de basculer toutes les équipes d'un mode de dispatch qui était encore un peu manuel. On assignait les appels manuellement avec des dispatchers. Aujourd'hui, on utilise pleinement les capacités de Oracle Field Service, qui a un moteur d'intelligence avec un algorithme et qui donc aujourd'hui dispatche en automatique ces appels. Donc là, typiquement, une application évidente pour nous, ici au Mexique, si vous voulez, les équipes clôturent 700 préventifs tous les jours avec 250 techniciens. Donc pour eux, passer sur cette solution, c'est une étape très importante. Ils n'étaient pas à ce niveau de maturité du tout. Donc là, on est en train de basculer sur un mode où c'est le système maintenant qui intègre ces 700 appels et qui les dispatche automatiquement vers les techniciens. Donc voilà divers exemples. Alors on parlait effectivement de la data. Toutes ces applications, pour nous, ce n'est que de la data. C'est effectivement maîtriser nos bases installées, maîtriser nos bases contrats et aussi maîtriser les informations qu'on peut collecter sur le terrain quand on intervient pour pouvoir comprendre le comportement de la machine, est-ce qu'on a des pannes récurrentes, ce genre de choses, pour pouvoir intervenir, déclencher des préventives, etc. Donc, il y a une partie business intelligence pour nous qui est très importante en termes de reporting sur la base de tout ce qu'on a pu capturer sur le terrain quand nos techniciens interviennent. Alors, on voit, c'est intéressant ce que vous avez expliqué parce que l'auto-scheduling qui intègre un peu d'intelligence artificielle, donc finalement, vous êtes entre l'expand et le transform, mais par moment, vous êtes déjà un peu aussi dans le bobillon ou en tout cas, vous anticipez d'avoir des démarches du bobillon. Il y a d'autres initiatives qui se profilent pour atteindre encore ce niveau de maturité plus important de service. Alors absolument, aujourd'hui, si vous voulez, dans le service, on est de plus en plus dans la recherche d'une maintenance prédictive, c'est-à-dire qu'on va essayer de personnaliser le service et d'adapter véritablement nos interventions à un besoin immédiat sur un équipement. Donc aujourd'hui, à travers une nouvelle suite de logiciels qui est en train d'être lancée, qui sont des logiciels pour gérer le fonctionnement des matériels, intégrés à ces logiciels, si vous voulez, aujourd'hui, on a des capacités de collecter les informations de chacune de nos machines en temps réel et de regarder effectivement le comportement de la machine et de faire un palmarès sur un comportement attendu et puis de chercher à tout moment les équipements qui seraient un petit peu en dessous, de regarder effectivement la typologie de l'incident, s'il est répétitif, etc. et donc de pouvoir enclencher une maintenance pour éviter effectivement d'aller jusqu'à la panne. Donc ça, c'est un projet qui est en train de se développer chez nous. On est en train de faire un proof of concept. Donc, dans un premier temps, de manière un peu modeste, je dirais, pour anticiper le déclenchement effectivement d'une préventive. Mais à terme, l'idée, si vous voulez, c'est que si l'appareil se met véritablement en défaut, c'est de réaliser que l'appareil est en panne avant même que le client ait besoin de nous appeler. Et à ce moment-là, d'intégrer en automatique un déclenchement d'appel chez nous dans l'outil pour intervenir. Voilà. Donc ça, c'est effectivement l'axe aujourd'hui, un nouvel axe de développement pour nous. Très bien, merci beaucoup Arnaud. Alors, est-ce que vous avez des premiers résultats? Vous nous avez un peu parlé du déploiement au Mexique. Est-ce que vous avez d'autres résultats à nous partager? Oui, donc effectivement, encore une fois, il y a deux niveaux pour nous. Le déploiement de l'ERP au niveau de l'ensemble de nos filiales, il y a évidemment une recherche globale de plus d'efficacité et puis de réduction de coûts. Donc, typiquement, supporter, je vous disais, une quinzaine de systèmes différents, à un moment donné, c'est quand même très compliqué. Il faut avoir des relations avec tous les mainteneurs, etc. Il faut avoir des compétences, maintenir des compétences sur l'ensemble de ces produits. Donc, aujourd'hui, on passe à une seule solution avec un seul interlocuteur. Donc, on a d'ores et déjà enregistré des réductions importantes, je dirais, significatives de coûts chez nous sur tout ce qui est cette pure maintenance de système. Donc, et entre ces gains sur le support système et le fait qu'on déploie d'ores et déjà des customs dans la solution, des améliorations, par exemple,
Et là, ça rejoint le point 2 ici, le fait de rationaliser les process, de n'avoir des transactions que sur le système, et puis essayer de les accélérer. Typiquement pour nous dans le service, quand on doit facturer en régie des interventions, on collecte les heures, on collecte les pièces. Et donc, d'un client à l'autre, on a des conditions de facturation qui peuvent être différentes et qui demandaient par le passé de reprendre un petit peu ces clôtures des appels et puis de faire des ajustements un peu manuels en fonction, encore une fois, de la règle du client pour facturer notamment la main-d'œuvre. Donc, aujourd'hui, tout ça, on l'a automatisé. Donc, l'ensemble de ces automatisations, de ces réductions de support amènent à des économies d'1,5 million par an, qui ont été chiffrées par les personnes de ces services. De la même façon, sur la partie supply chain, avoir une vision maintenant de l'ensemble des stocks en temps réel de l'ensemble des filiales accélère la possibilité de faire tourner, bien sûr, les stocks et de réutiliser des pièces ou des matériels qui ne seraient plus utiles à un moment T sur une filiale, sur une autre. Et là aussi, il y a eu, notamment dans la partie service, qui est celle qui me concerne le plus. Moi-même, j'étais précédemment dans la logistique, donc la partie pièces détachées, qui est essentielle, bien sûr, pour réaliser les interventions. Vous avez la compétence du tech des pièces. Et donc, sur les pièces détachées, il y a des initiatives qui ont été prises un peu dans chaque pays pour améliorer le réapprovisionnement des véhicules, pour n'avoir dans les véhicules que ce qui tourne, que ce qui est utile, mais avoir aussi tout ce qu'il faut pour respecter nos SLA. Et donc, là encore, des initiatives ont été prises pour améliorer la disponibilité des pièces dans les voitures, le réapprovisionnement à travers l'outil Mantra, qui fait partie de la suite Oracle. Et donc, là aussi, des résultats ont été apportés dans l'augmentation de la disponibilité des pièces. C'est un projet qui a été fait notamment au niveau de Asia-Pacifique, où ils ont pu augmenter leur disponibilité de 84 à 91%. Derrière, ils ont ce qu'on appelle le first time fix chez nous. C'est la capacité à résoudre un incident en se déplaçant qu'une seule fois. Donc là, ils le maintiennent maintenant à 93%. Donc, tout ça cumulé, vous avez des coûts moindres. Vous n'avez pas besoin de retourner pour une deuxième visite. Donc, votre technicien, vous ne payez pas la deuxième visite. Et puis, vous réduisez aussi vos stocks. Et donc, là aussi, il y a des projections qui ont été faites pour ces pays-là de 1,6 million d'économies sur 3 ans. Voilà, donc ça, c'est des exemples d'initiatives qu'on prend. Alors, moi-même, je ne les connais pas toutes, je dirais, parce que chaque pays, maintenant, qui a la solution, a des objectifs. Donc, dans les budgets, on a des lignes d'économie, de profiter de toutes ces possibilités qu'offre la solution pour amener des économies. Et si on veut reparler simplement de Oracle Field Service, qui est vraiment pour nous en ce moment un enjeu important, de basculer tout le monde en automatique. Là, je vous donne un exemple d'un slide, en fait. C'est avec la France qu'on avait fait ce pilote. C'est vraiment de se dire aujourd'hui, on va optimiser les tournées des techniciens pour avoir dans sa journée, qui est sur 3 composants, vous avez le temps qui passe en trajet, et là, il n'est pas productif, le temps qu'il conduit son véhicule, le temps où il est face au client, et c'est cette expérience-là qu'on veut augmenter le plus possible. Et puis, il a un temps de stand-by, comme je l'expliquais rapidement tout à l'heure. On a à la fois chez nous un mix d'interventions planifiables. On anticipe d'aller faire des installations avec le client, on anticipe de faire des maintenances, mais on a aussi ces pannes qui tombent à tout moment et pour lesquelles on a des délais de résolution très courts. Donc, le stand-by du technicien est à la fois un peu indispensable. On doit pouvoir avoir un technicien réactif qui va pouvoir aller faire tout de suite une intervention corrective, mais on veut quand même malgré tout le minimiser. Donc, l'idée, vous voyez, c'est d'augmenter le temps passé en clientèle ici de 49 à 60%, réduire le temps de trajet et réduire ce temps de stand-by. Tout ça en ayant effectivement des meilleures routes possibles pour le technicien, la meilleure tournée. Et là, on s'appuie effectivement sur l'outil pour le faire. Donc, on a démarré par la France, par exemple, qui était une filiale pour nous un peu compliquée en termes de process, avec des prises de rendez-vous obligatoires, combinées à l'intervention d'un tiers, société de transport de fonds et de sécurité, pour nous donner accès au matériel. Donc c'est pas forcément facile, et on y travaille beaucoup et on améliore chaque jour un peu nos résultats. Mais comme je vous le présentais un exemple tout à l'heure, on a d'autres filiales où le modèle est un peu différent, où on a beaucoup plus massivement des interventions planifiables, typiquement les préventives au Mexique, où là, vous pouvez donner à la machine l'ensemble de la vision de la journée du lendemain, et la machine va tourner et effectivement répartir au mieux, cette fois, l'ensemble des appels sur vos techniciens, parce qu'elle sait déjà à l'avance tout ce qu'elle doit donner. Voilà. Donc, ce sont aujourd'hui les initiatives et donc le focus que l'on a notamment dans la partie service. Donc, aujourd'hui, on a passé la France sur ce mode de dispatch dit automatique en production. L'Espagne est passée également. On est en train d'attaquer le projet avec l'Allemagne. Et donc, le Mexique, c'est direct. Au moment du déploiement, on va directement sur cette solution, étant donné le contexte local et l'impossibilité, je dirais, de fonctionner en manuel.
Merci beaucoup, Arnaud, pour ces éléments. C'est vraiment très intéressant de voir la progression et l'apport de la solution pour optimiser les interventions terrain. On arrive à la fin de votre intervention. Avant de passer à la conclusion, moi, j'aimerais savoir s'il y avait une chose à retenir que vous souhaiteriez partager avec l'audience pour les personnes qui s'interrogent sur le lancement d'un nouveau projet de service client. Quelle serait cette chose à retenir? Je dirais, j'en donnerai deux parce que ce n'est pas vraiment le thème aujourd'hui, mais je dirais qu'il est essentiel dans le cadre de déploiement. Là, Maxence évoquait donc l'importance d'aller vers de plus en plus le service client. Pour nous, c'est déjà dans l'ADN, hein, c'est au moins, enfin, ça dépend certainement des filiales, mais disons que pour mon expérience en France, c'était 50% du chiffre d'affaires d'ores et déjà le service. Donc, c'est très important pour nous effectivement d'amener une solution au client et tout de suite derrière d'enchaîner avec un contrat de maintenance récurrent sur plusieurs années et de lui apporter une expérience en continu. Donc, pour aller sur des projets de transformation comme ça, le change management, c'est une donnée simplement essentielle. Je voulais partager ici. L'appropriation par les équipes de ces changements, c'est vraiment un enjeu fondamental. Donc, je voulais simplement le citer parce que finalement, la technologie est une chose, mais de pouvoir avoir l'implication des équipes et puis de pouvoir les faire basculer sur cette nouvelle dimension, ça, c'est un élément important. Et le deuxième, et c'est le thème aujourd'hui, c'est la data, évidemment. Donc, pour nous qui avons comme ça successivement déployé les solutions, c'est vraiment d'avoir d'abord un gros travail de cleaning des data. Chaque pays avait cet effort à faire et ensuite d'uniformiser tout le monde sur effectivement des data qui soient communes et ensuite la gouvernance de ces data au fur et à mesure au quotidien. Ça, c'est un élément également fondamental pour nous qui nous permet, encore une fois, de répondre sur deux axes. Ça va être l'efficacité opérationnelle en tant que telle et est-ce qu'on délivre le service attendu au client. Et puis, il y a cette deuxième dimension, c'est la mesure, encore une fois, de l'efficacité de nos matériels, hein, c'est-à-dire la qualité produit, de pouvoir analyser le comportement des machines et de pouvoir prendre des bonnes décisions en termes d'intervention derrière, de remplacement de pièces détachées, etc. Merci beaucoup Arnaud pour ces éléments. C'est très intéressant, un beau retour d'expérience. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre. On traitera l'ensemble des questions à la fin de l'intervention, de la petite conclusion que je vous ai préparée. N'hésitez pas donc à poser vos questions. Moi, j'avais quelques éléments également à partager côté Oracle, puisqu'on a également constaté ce qu'a présenté Maxence tout à l'heure. Effectivement, on a une grosse transformation sur le service client, puisqu'on voit que les utilisateurs ils sont passés vraiment au digital et il n'est plus question de revenir en arrière. Donc, on voit aujourd'hui qu'il y a 70% des clients qui utilisent les canaux en self-service pour accéder à leurs problématiques de service. D'un autre côté, on a également des leaders CX qui se rendent compte que l'expérience client dépend de l'engagement des employés de leurs équipes de service, ce qui montre et illustre l'importance du service, car ces agents qui seront en contact avec vos clients représentent votre marque. Et enfin, 85% des interactions clients-marque en 2021, donc cette année, sont gérées par des experts du support client. Donc, ce sont des chiffres du Gartner qui illustrent bien l'importance du service client. Et ça illustre aussi notre point de vue chez Oracle, un point de vue du service client, qui signifie que les marques doivent vraiment disposer des outils, des connaissances nécessaires pour offrir l'expérience qui convient à leurs clients à un moment précis et faire en sorte que chaque interaction client compte pour faire du service une source de revenus, ce qui a également été présenté par Maxence et Guillaume en introduction. Le service client est vraiment un moteur de l'expérience de la marque. Donc, ce que l'on fait chez Oracle, c'est qu'on propose différentes solutions. Donc, une plateforme qui permet à la fois de créer des expériences numériques sur le canal du choix du client en réduisant le coût du service et tout en augmentant la satisfaction du client pour lui servir une expérience de marque holistique. Donc, ça, c'est tous les accès en self-service. C'est le self-serve dont on parle beaucoup, donc l'accès à l'information et aux bases de connaissances. Mais c'est également donner de l'autonomie à vos agents avec des expériences intuitives et guidées en éliminant la complexité avec des applications qui permettent de leur proposer des réponses adaptées, identifier aussi en prédictif des situations que pourraient rencontrer les clients. Et donc, c'est là aussi où l'intelligence artificielle va rentrer en ligne de compte.
Et enfin, les expériences connectées. Donc là, c'est un peu tout ce qui a été expliqué par Accenture et également Arnaud. C'est vraiment la prise en compte, par exemple, de l'Internet des objets pour pouvoir faire du prédictif et donc connecter tous les points de données, les processus, les données des clients et qui permet d'avoir des interactions transparentes, pertinentes tout au long du parcours client. Ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que les clients demandent des disponibilités de services en 24/7, un accès à la bonne réponse à leurs interrogations et un service personnalisé, ce que l'on propose chez Oracle au travers un assistant digital, la mise à disposition de bases de connaissances et un conseiller intelligent qui va analyser votre situation particulière, enfin en tout cas la situation particulière d'un client au travers de formulaires, par exemple, qui vont nous permettre d'affiner la situation du client et permettre de répondre à sa situation de service. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces mêmes fonctionnalités peuvent être aussi intéressantes dans le but de former des équipes d'agents de service client, de disposer aussi d'un assistant digital, d'un conseiller intelligent et d'une base de connaissances. Ça va également les aider à être plus proactifs et efficaces dans leur travail. Donc, ce trio de bases de connaissances, d'assistants digital et de conseillers intelligents qui permet de prévoir et de fournir un service automatisé, personnalisé, précis à tout moment et en tout lieu. Et on a vu avec l'intervention d'Arnaud que le service, ça va aussi parfois jusqu'au service client sur le terrain. Donc, la technologie numérique aujourd'hui a changé la façon dont les entreprises fonctionnent, sur la façon dont elles interagissent avec leurs clients. On a vu que le service terrain, ces 20 dernières années, a considérablement évolué. On est passé des demandes d'intervention papier, Excel et ainsi de suite à une visibilité totale sur le statut du technicien, son emplacement, l'achèvement du travail, ce qui permet aussi de pouvoir disposer de fonctions d'auto-scheduling qui permet de planifier finement les interventions en fonction des compétences des techniciens. Certains sont plus spécialisés en fonction de certains types d'interventions, de prendre en compte aussi le trajet qui va être nécessaire pour arriver jusqu'à un client. Donc, on voit aujourd'hui, avec l'exemple de Glory, que la digitalisation des interventions terrain est déjà lancée, que la technologie permet d'aller plus loin, puisqu'on peut également gérer finement le stock de pièces dans les camions. Et on voit aussi qu'on parle d'optimiser la planification, le temps du trajet, voir en temps réel où se trouve son technicien. Ça, c'est plus pour les situations de B2C. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on nous dit que le technicien va passer, c'est aussi parfois, on aimerait savoir où il en est et quand il va arriver. Donc, une digitalisation qui va vraiment jusqu'au bout. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, on est ravis de vous avoir reçu. Arnaud en a parlé. Accenture a présenté aussi les modèles de maturité. On voit que l'importance du service client permet de tisser et garder le lien dans la relation client. On a vu qu'il y avait des impacts aussi sur les organisations, sur la façon de fonctionner. Donc, chez Oracle, on vous propose, et c'est ce qu'on a fait donc avec Glory, d'évaluer la maturité de votre service client et de le comparer avec ce qui a déjà été fait chez plusieurs de nos clients. Donc, évaluer votre maturité, vous proposer des recommandations aussi pour éventuellement passer à une étape supérieure. Donc, c'est quelque chose qui est disponible, que l'on peut vous proposer. C'est une prestation qui est gratuite et que l'on est tout à fait prêt à vous proposer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées ici. Si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations ou pour disposer ce qu'on appelle un maturity assessment, n'hésitez pas à nous contacter.